Très tard dans la nuit. Le téléphone, très tard dans la nuit. Je ne savais pas quelle heure il était, j'avais encore mes souliers aux pieds. Je m'étais allongé tout habillé. Je n'ai pas l'habitude de boire et j'avais bu. Pourquoi? Je n'avais pas imaginé une situation exceptionnelle, un traumatisme, un stress, une déprime, non. J'avais bu de la façon la plus conne du monde, parce que M. Bouzanquet partait à la retraite. M. Bouzanquet était notre chef comptable. Je travaillais à la caisse d'épargne. Alors, pour le départ de ce brave M. Bouzanquet, on avait organisé une petite fête triste. Les larmes dans les yeux. M. Bouzanquet répétait, moi, le mot retraite connais pas. C'est les grandes vacances. Alors, comme c'était les grandes vacances, on a bu. Tout d'abord à l'intérieur de l'agence, une fois les derniers clients partis, du mousseux, pas très frais, pas très sec, et des gâteaux pas secs du tout, mais plutôt mous. Des détails sans importance. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'importance? Ensuite, les collègues m'ont entraîné dans les 4 cafés de la ville. Le pastis derrière le mousseux et toujours M. Bouzanquet, les yeux de plus en plus humides qui parlaient de ses grandes vacances. J'ai 35 ans, mon départ pour les grandes vacances, ce ne sera pas avant 30 ans. 25 ans si la loi change. Toute une éternité, quoi. Il m'agaçait, M. Bouzanquet, avec ses grandes vacances. La retraite, ce serait plutôt bien s'il n'y avait pas la vieillesse avec. On parlait de voyage de carte vermeille. Le pastis glacé sur le mousseux, pas très frais. Pour un buveur d'eau minérale, une épreuve redoutable. Pour les autres aussi, d'ailleurs. Je ne sais plus qui m'a reconduit en bas de chez moi. Martine n'était pas là. Ça devait être son tour de garde à l'hôpital. Ah bah, tant mieux. Ça m'évitera un long sermon sur les 2 maisons. 2 maisons. C'est mon nom. Les 2 maisons. Tous des alcooliques, disait-elle. Avec Adrien le berger, mon père, qui était mort d'une cirrhose comme le grand-père, que je n'ai pas connu, et l'arrière-grand-père encore moins. Et le téléphone qui sonnait. Très tard dans la nuit. Automatiquement, je me suis entendu répondre, ici caisse d'épargne et de prévoyance. J'écoute. C'était idiot. Dehors, la nuit est étoilée. Et comme je ne suis pas berger, je ne connais plus le nom des étoiles. Mon père, autrefois, m'avait appris, mais j'ai tout oublié, me farcissant le crâne de notions abstraites et futiles, alors que le nom des étoiles, c'est important, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas assez riches pour posséder 2 voitures. La caisse d'épargne est à côté de notre logement, et je laisse la voiture à Martine pour qu'elle aille au nouvel hôpital construit en dehors de la ville. Une construction affreuse, avec un toit en terrasse, stupidité dans un pays de neige. Combien d'hivers tiendrait cette terrasse? L'air vif me fait du bien. À l'autre bout du fil, on n'a pas voulu me donner de détails, on m'a simplement demandé de passer à l'hôpital, à cause de ma femme. Je n'ai jamais rien compris à ces horaires de garde de nuit. Je ne suis pas inquiet, puisque Martine est infirmière, il est naturel qu'elle se trouve à l'hôpital. Je ne suis pas inquiet. C'est vite dit. Justement, pourquoi me demander d'aller la voir? Je pousse la porte vitrée. La chaleur et cette odeur de terre, ou de désinfectant, ou des 2 mélangés, de quoi soulever le cœur. Ce n'est pas le moment de vomir. Cramoisi, dans son uniforme trop sanglé, l'adjudant de gendarmerie taurine s'avance vers moi. Dans la vallée, nous nous connaissons tous. Monsieur de Maison, je vous ai fait venir. Votre femme... Oui, et alors, adjudant? Votre femme vient d'avoir un très grave accident d'automobile. J'ai vu sa voiture dans le parking de l'autre côté de la Nationale. Elle n'était pas dans sa voiture. C'est en traversant pour aller la chercher? Non, monsieur de Maison. Je vous en prie, adjudant, expliquez-vous. Madame de Maison était dans une autre voiture. Une ambulance? Non. Non, elle était dans la voiture de monsieur Morandet. Monsieur Morandet? Du garage Morandet? C'est cela, monsieur de Maison.
Mais Martine sait très bien que nous n'avons pas les moyens de changer de voiture. D'autant que Morandais, ce n'est pas des 2 chevaux qu'il vend. Non, en effet. La voiture était une BMW. Plus d'une année de nos 2 salaires réunis. Mais alors pourquoi? Je ne sais pas. Excusez-moi, monsieur de Maison. Plus cramoisi encore, si c'était possible, les vénules sur les ailes du nez prêtes à éclater, l'adjudant de gendarmerie taurine s'en est allé de l'autre côté du comptoir de la réception, remplir des formulaires administratifs. Gilberte Caron, l'infirmière-major, traversait le hall d'entrée. Elle vint vers moi. Croyez-vous, monsieur de Maison, de la voir revenir comme ça? Quelle tristesse. Mais vous la voyez tous les jours. Pas depuis une semaine. Elle avait pris ses jours de congé à récupérer. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas vrai. J'avais dit ça comme ça pour avoir l'air d'être au courant. Je ne savais pas que Martine avait des jours de congé à récupérer. Elle ne me l'avait pas dit. L'odeur était trop forte. Je suis sorti sous la nuit étoilée et j'ai vomi. Je n'en pouvais plus. Et pourtant, sa voiture... Enfin, notre voiture était là en face de l'autre côté de la nationale. Martine ne m'avait pas habitué au mensonge. Une petite voiture italienne fit crisser ses pneus environ très secs sur la nationale. Elle se rangea devant l'entrée, malgré le panneau qui indiquait que l'endroit était réservé aux ambulances. Je reconnus la conductrice. Dans la vallée, on se connaît tous. C'était Madame Morandais, très élégante dans un manteau de fourrure. Le pare-brise de la voiture était sale. Il y avait déjà de la neige dans les cols. Les Morandais avaient une maison à Saint-Trope. Et sans doute venait-elle de là-bas. Je suis retourné dans le hall d'entrée. L'odeur maintenant était supportable. C'était Madame Morandais qui avait l'air mal à son aise et qui allumait une cigarette. L'adjudant taurine lui avait parlé. Elle portait des bijoux et une robe du soir. On l'avait certainement prévenue alors qu'elle était chez des amis. Elle enleva son manteau, elle avait trop chaud, mais elle le garda sur les épaules. La robe était trop décolletée. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Un bref signe de tête. Tout le monde se connaît dans la vallée. Les Morandais étaient un autre monde. Ce n'était pas à la caisse d'épargne qu'ils confiaient leurs économies. Après avoir écrasé sa cigarette dans le cendrier métallique monté sur pied, elle dit... Ils étaient dans la même voiture. C'est ce qu'on m'a dit. Comment expliquez-vous cela, monsieur de Maison? Justement, madame, je ne me l'explique pas. Et vous? Moi non plus. L'adjudant taurine m'a dit que ça s'est passé dans le virage des Lozes. Ben, il ne m'a pas donné tous ces détails. Le virage des Lozes, vous connaissez. Il y a 6 mois, le quart de ramassage scolaire exactement au même endroit. Mais depuis l'accident, c'est signalé. Des panneaux obligent à ralentir à 30 à l'heure. On attend toujours l'accident pour placer les panneaux. Roland a dû foncer à son habitude. Les panneaux, c'est pour les touristes. Ah oui, mais il n'y avait pas de verglas alors. Comment se fait-il que votre femme était dans la voiture avec lui? Encore une fois, madame, je ne sais pas. Vous ne savez pas, ou bien vous ne voulez pas savoir. Les gens riches croient les pauvres capables de tout. Et ils n'ont pas tout à fait tort. La pauvreté est véritablement un vice, et on ferait n'importe quoi pour en sortir. C'est un fils de berger qui vous le dit. Seulement cette femme avec ses diamants et son manteau de fourrure ignorait tout des liens qui m'unissaient à Martine. Avait-elle jamais connu un tel amour? L'amour, les sentiments, c'est la revanche des pauvres. Pauvre revanche en vérité, puisque Martine m'avait menti, et c'était pour ça que j'étais allé vomir. Massoulier, le chirurgien, avec encore sa petite calotte verte sur son crâne chauve, était apparu. Il embrassa longuement Madame Morandais, me fit un petit signe de la main, et était épuisé. Une jeune infirmière soutenait ses pas. De toute évidence de nous tous, c'était lui qui avait le plus souffert. Il le croyait. En une dernière pirouette, Massoulier s'éclipsa. Comédie, tragédie. C'était fini. Il avait fait ce qu'il avait pu. Les patients ne l'avaient pas été assez. J'avais perdu Martine pour toujours. De son côté, Madame Morandais était aussitôt entrée dans sa peau de veuve. Elle en avait la dignité et le chagrin distingués. Moi, j'étais hébété. Je ne réalisais pas encore très bien.
Je fus surpris de l'entendre me dire sur le ton uni d'une maîtresse de maison qui vous demande si l'on désire un nuage de lait dans sa tasse de thé. Voulez-vous que je vous raccompagne, monsieur de Maison? Merci, madame. Ma voiture est en face, dans le parking de l'autre côté de la Nationale. C'est comme vous voudrez. Au revoir, monsieur de Maison. Madame. Monsieur Bouzanquet, qui désormais n'avait rien d'autre à faire, s'occupa de toutes les formalités. Rédigea les faire-part et le communiqué pour la rubrique nécrologique du journal local. À la première page de ce journal, il y avait la photographie de la BMW au fond du ravin. La gendarmerie nationale avait dépêché un hélicoptère. Le docteur Massoulier s'était débrouillé pour avoir sa photo en médaillon. Il était candidat au Conseil général. L'article était rédigé de façon telle qu'il passait sous silence la seule information digne d'intérêt pour moi, c'est-à-dire que faisait Martine dans la BMW de Roland Morandet, du garage Morandet. Une question que je n'osais pas poser autour de moi. Et pourtant, tenez, le jour de l'enterrement, en me serrant la main, ils avaient tous l'air de savoir. Même M. Bouzanquet. Caisse d'épargne et de prévoyance, j'écoute. Puis-je parler à monsieur de Maison, je vous prie? C'est moi, madame. Ici Bernadette Morandet. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur de Maison. Je voudrais vous rencontrer, si c'est possible. Vous êtes là, monsieur de Maison? Oui, madame. Eh bien... Je réfléchissais, madame. Et un jour, à votre convenance, monsieur de Maison. Mais le plus tôt serait le mieux, 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 serait le mieux. Pastis, whisky, porto. Excusez-moi, madame, mais je ne bois pas. Un jus de fruits, alors? S'il vous plaît. À votre avis, que faisait votre femme, Martine, je crois? Oui, Martine. Oui, que faisait-elle dans la voiture de mon mari? Mais la nuit de l'accident, je vous ai répondu que je n'en savais rien. Même si vous ne m'avez pas cru. Depuis, vous avez sans doute cherché à savoir. Les premiers jours, oui. Ensuite, à cause des souvenirs, j'ai pensé que la vérité ne servirait plus à grand-chose. L'éternel mari. De qui parlez-vous, madame? De moi ou bien de monsieur Morandet? Des deux. Chacun dans son genre. Et vous, de votre côté, vous avez appris quelque chose? Une lettre anonyme m'a éclairé. Je n'ai pas eu ce douteux privilège. Pour tout vous dire, monsieur de Maison... Enfin, c'est pas très facile à dire, mais j'ai cru que c'était vous qui en étiez l'auteur. Comment prouver qu'on n'a pas envoyé une lettre anonyme? Difficile, en effet. Vous continuez donc à le penser? De temps en temps, oui. Je suppose que l'indignation ne servirait à rien. Convenez qu'elle surgirait bien tardivement. Elle aurait dû exploser à la première allusion. Vous me connaissez mal, madame. Dans la vie, j'ai toujours fait figure d'accusé. Alors j'ai appris que l'indignation et les protestations ne font que renforcer la conviction des accusateurs. Moi, je sais que je ne suis pour rien dans l'envoi de cette lettre. En revanche, vous continuez à en douter. C'est bien cela. C'est plus nuancé que cela, mais c'est cela. Alors prenons le problème autrement. Et comme il est dit dans les romans policiers, à qui profite cette initiative? Mais à vous, monsieur de Maison? Je voudrais bien savoir comment. Mon plus cher désir est d'oublier
Même si pour cela, je dois me faire traiter d'éternel mari. Votre désir est d'oublier, je l'admets, mais ce qui ne vous empêche pas de souffrir. Ceci me regarde, madame. Dans notre petite ville, les langues vont leur train. Et la rumeur assez peu flatteuse pour moi prétend que nous n'avons pas les mêmes méthodes, vous et moi, pour parvenir à cet oubli. On dit que je sors et que je reçois beaucoup. Pas ici, non, mais dans la maison de Saint-Tropez, où il doit s'en passer de belles. Qui dit cela, madame? Une moitié de nos concitoyens, l'autre moitié se contente de les écouter. Enfin bref, je suis la veuve joyeuse, tandis que vous êtes le modèle des veufs inconsolables. Alors, ne fallait-il pas me faire souffrir un peu, moi aussi? Sinon dans mon amour, du moins dans mon orgueil de femme. Que disait cette lettre? Bien joué, monsieur de Maison. Je n'ai pas le cœur à jouer, je vous l'assure. Soit. Cette lettre précisait l'endroit où se rencontraient les deux... Enfin, mon époux et votre femme. Martine, je crois. Oui, c'est Martine. J'ai fait vérifier. Le renseignement est exact. Depuis près de 3 mois, ils avaient leurs habitudes à l'auberge du lac. Près de 3 mois. Au début, chacun venait dans sa voiture personnelle. Ensuite, comme s'ils n'avaient plus à se cacher, ils arrivaient dans la même voiture. Pourquoi me dites-vous tout cela? Parce que je ne comprends pas votre obstination à ne pas vouloir regarder la vérité en face. Et vous continuez à penser que je suis l'auteur de la lettre anonyme. À qui de nous deux fait-elle le plus de mal? À vous ou à moi? C'est tout de même à moi qu'elle était adressée. Vous avez gardé l'enveloppe? Non. Important, l'enveloppe. La première chose que les gendarmes vous demanderont. Les gendarmes, pourquoi? Pour porter plainte, parbleu. Ce n'est pas mon intention. Vous préférez mener personnellement votre enquête? Mon enquête, comme vous dites, est terminée. Vous étiez mon seul suspect. Mais encore une fois, pourquoi? Et pour vous venger, tout simplement. C'est mon mari qui a tué votre femme. Il ne s'agit pas d'une banale histoire de coucherie qui peut toujours s'arranger, mais d'un meurtre. D'un accident, madame. Bon, ça revient au même. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Ah, je devine ce que vous pensez. Cela m'étonnerait, madame. Oh, si, je le sais. Vous pensez, cet évaporé qui n'a pas d'autre souci que ses toilettes et ses réceptions aurait mieux fait de se montrer un peu moins pain-bêche avec son mari. Le malheureux n'aurait pas été obligé de chercher ailleurs ce qu'il ne trouvait plus à la maison. Et vous, madame, de votre côté, ne pensez-vous pas, comme tout le monde d'ailleurs, que le cocu n'a que ce qu'il mérite et qu'il est l'artisan de son propre malheur? Le verdict est cruel et pourtant... Croyez-moi, les vrais séducteurs n'existent pas. Ou en si petit nombre. Il n'y a que des pauvres mâles toujours prêts à profiter de la négligence des autres. J'étais un mari très attentionné. D'ailleurs, ce n'est pas M. Morandet qui a séduit Martine. Tout est arrivé par votre faute. Lapin bêche. Non, madame, non. Martine me parlait toujours de vous. Elle ne pouvait tout de même pas vous parler de Roland. Elle était pleine d'admiration pour vous. Si elle en avait eu les moyens, elle vous aurait imité en tout. Alors elle a voulu connaître l'homme capable de séduire une telle merveille. Vous avez déjà vu une femme se jeter au cou du mari d'un laidron? Jamais. Elles imaginent un vice caché. Vous semblez connaître votre monde mieux qu'il n'y paraît au premier abord. J'occupe un emploi mal rémunéré, certes, mais qui a l'avantage de n'utiliser qu'une infime partie de mon potentiel cérébral. Si vous disposiez de tant de loisirs, que n'avez-vous surveillé votre femme? Je n'ai pas parlé de loisirs, mais de disponibilité totale à l'intérieur de mes heures de présence au bureau. Pourtant, mon appel téléphonique vous a surpris. Avais-je tort de me méfier? Je vous ai mal reçu? Vous m'avez très nettement accusé d'une pratique que je juge particulièrement répugnante et odieuse. Et vous me tenez pour la seule responsable du drame. Nous sommes quittes. Étions-nous vraiment quittes? Nous n'étions dupes ni l'un ni l'autre. Et conscients du sentiment trouble et morbide qui nous rapprochait, nous nous sommes revus.
Si ma mémoire est bonne, vous ne buvez pas de whisky. En principe, non, mais je crois que je vais faire une exception. Réfléchissez, plus tard, il ne faudra pas m'accuser. C'est tout réfléchi. Servez-moi un whisky. Comme vous voudrez. Voilà. À votre santé, monsieur de Maison. À la vôtre, madame. Martine, c'est bien Martine, hein, le prénom de votre femme. Oui, c'est Martine. Mais comment l'avez-vous rencontrée? Oh, de la manière la moins originale du monde. À un bal à la sous-préfecture. Et qu'est-ce qui vous a séduit en elle? Je crois deviner le pourquoi de votre question. En réalité, mon roman d'amour avec Martine ne vous intéresse guère. Mais si, je vous assure... Non, madame. Ce qui vous intéresse, c'est d'apprendre comment elle a pu séduire votre mari. Admettons, alors. Alors ma réponse sera dénuée de tout intérêt pour vous. Ce qui m'a séduit, moi, il y a 10 ans, n'est pas obligatoirement ce qui aura séduit M. Morandet il y a quelques mois. C'est possible. Mais enfin, racontez quand même. Entre Martine et vous, ça a été immédiatement le coup de foudre? Oh non, madame. Non. Je suis si peu donjevant que je n'ai même pas songé à lui demander un rendez-vous. Seul le hasard est intervenu 15 jours plus tard. Voilà. Visiblement, ça vous ennuie de me raconter tout ça. Un peu, oui. Excusez ma franchise. Vous êtes tout excusé, vous vous méfiez de moi, c'est normal. Oh, j'ai eu des propos assez vifs la dernière fois, j'étais encore sous le coup de cette lettre anonyme. Avant cette lettre, vous n'aviez aucun soupçon? Non, naturellement. Comment aurais-je pu imaginer? La nuit même de l'accident, à l'hôpital, à plusieurs reprises, vous m'avez demandé ce que faisait ma femme dans la voiture de votre mari. Oui, parce que j'étais étonnée. Vous étiez plus qu'étonné. Vous m'avez très nettement accusé de vous dissimuler la vérité. Oh, vous savez, dans ces moments-là, on ne sait plus très bien ce qu'on dit. J'ai eu au contraire l'impression que vous saviez très bien ce que vous disiez. Vous vouliez m'obliger à réfléchir à la présence insolite de Martine dans la voiture de votre mari. Sans être des intimes, nous nous connaissions. Oui, et alors? Alors il aurait été parfaitement normal que Roland, qui m'avait dit faire un aller-retour en Italie, ce jour-là prenne votre femme comme passagère. Oui, maintenant que vous m'en parlez, je crois que c'est ainsi qu'ils ont fait plus en plus connaissance. Il y a environ 3 mois, en effet, oui, c'est cela. C'est bien cela. Racontez, monsieur de Maison. Votre mari ne vous l'a pas dit? Non, ou alors je m'en souviens plus. Comme beaucoup de femmes dans la vallée, Martine avait voulu profiter d'un jour de congé pour aller faire quelques achats en Italie. Des chaussures, des lainages. Enfin, vous-même, vous allez assez souvent là-bas pour savoir ce qu'on y achète. Les prix sont parfois moins intéressants qu'on ne le dit. C'est surtout l'histoire de faire un peu de contrebande. Martine va pour prendre son billet à la gare routière quand elle rencontre votre mari. Oui, je précise, notre 2 chevaux n'en peut plus, pas question de passer le col. Donc elle va à la gare routière. Votre mari était là pour régler une histoire d'expédition de pièces détachées. Bonjour, bonjour, une phrase ou deux. Nous ne sommes pas des intimes, vous l'avez dit. Vous allez à Cuneo? Moi aussi, je pars immédiatement. Ça m'ennuie de faire la route tout seul. Mais oui. Je me souviens à présent, je devais aller avec Roland et au dernier moment, j'ai changé d'avis. À cette époque, Martine ne me mentait pas encore. Elle a tout d'abord refusé. Et pourquoi? Martine savait se tenir à sa place. Pour tout dire, elle était assez stricte. Un peu vieux jeu, même. Vous trouvez? Oh, vous savez, madame, il s'agit là d'un jeu très ancien. Bref, votre mari a insisté, lui démontrant qu'ils arriveraient bien avant le quart et qu'ils seraient de retour plus tôt. Elle a accepté. J'ai moi-même pris des passagers exactement dans les mêmes conditions. Je ne comprends pas pourquoi votre femme a tellement hésité avant d'accepter l'offre de Roland. Martine n'était pas née dans la vallée, elle ne savait pas que c'était l'habitude ici, en souvenir sans doute de très anciennes traditions d'entraide et de solidarité, datant d'une époque où la vie était plus rude. Oh, sincèrement, la croyez-vous plus facile aujourd'hui? C'est la nature des difficultés qui a changé. Vous avez sans doute raison. À son retour, et je me demande maintenant si ce n'était pas là son premier mensonge, à son retour, Martine m'a montré une chaînette en or. C'était une folie, m'avait-elle dit. Mais elle n'avait pas pu résister. Elle n'avait pas pu résister? À l'achat du bijou. Enfin, je suppose. Votre verre est vide. Je vais m'en aller. Non, restez. Comme vous voudrez, madame. Ne m'appelez pas madame. Dites Bernadette comme tous mes amis. Croyez-vous que nous soyons véritablement des amis? Non, mais d'autres liens aussi puissants nous unissent. Nous sommes des complices. Vous plaidez coupable?
En partie, oui. Je ne suis pas une femme à me dérober devant mes responsabilités. Circonstances atténuantes? Oui. L'habitude du bonheur. Qu'est-ce qui vous a séduit en Roland Morandais, la première fois que vous l'avez rencontré? Sa force. Vous voyez, moi je n'hésite pas. Alors que vous vous êtes dérobé quand je vous ai posé la même question à propos de Martine. Sa force? Qu'entendez-vous par là? Une qualité déjà rare à l'époque où nous nous sommes rencontrés. Un homme qui n'avait pas honte d'être un homme. Un type bien dans sa peau. Sans pour autant être un débile, un miso ou un facho. Alors immédiatement, le coup de foudre. Pourquoi cette question? Vous me l'avez posé tout à l'heure, Bernadette. C'est exact. Alors? J'ai couché avec lui dès qu'il me l'a demandé. Si c'est ça que vous voulez savoir. Et quand vous l'a-t-il demandé? Le premier jour, naturellement. Ah, Je vous choque? chacun mène sa vie comme il l'entend. Oh, si, je vois bien que je vous ai choqué. Pas le moins du monde. Je pensais à un certain voyage en Italie. Je suis égoïste parfois. Le peu que vous m'avez dit de Martine n'autorise pas une conclusion aussi hâtive. Je vous sers un autre verre? Volontiers. On dirait que vous y prenez goût. À quoi? Au whisky ou au malheur? Les deux vont assez souvent ensemble. Votre mari... Oui, Votre mari était-il coutumier de ces sortes d'aventures extra-conjugales? je ne sais pas. Vous ne voulez pas me répondre? Je vous ai répondu au contraire, je ne sais pas. C'est dire que si cela s'était déjà produit, je n'en ai jamais rien su. Pourtant, à l'hôpital, le soir de l'accident, j'avais cru comprendre... Vous aurez mal compris. On m'avait prévenu pendant que j'étais chez des amis à Saint-Trope. J'ai sauté dans ma voiture sans même prendre la peine de me changer. La route n'est pas longue, mais la nuit, elle réclame une attention soutenue. Alors, des flocons de neige au passage du col, et cette pensée tout le temps, Roland a eu un accident, Roland a eu un accident. Alors, 150 km de virage dans ces conditions, de quoi épuiser les nerfs les plus solides. Et vous avez les nerfs solides. Qu'en savez-vous? C'est la réputation qu'on vous fait, et le peu que j'en ai vu moi-même démontre que cette réputation n'est pas usurpée. Vous me croyez donc insensible? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh, ça revient au même. Pourquoi continuez-vous à me haïr? Exactement comme si j'avais écrit la lettre anonyme. Quand bien même cela serait, vous n'en savez rien. Je n'aurais pas besoin de lettres pour ça. C'est-à-dire? J'ai déjà suffisamment de raisons de vous haïr. C'est entendu, c'est Roland qui conduisait, mais sans votre femme, il n'y aurait sans doute pas eu d'accident. Qu'en savez-vous? Roland avait pris cette aventure bien trop au sérieux. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? On voit bien que vous ne connaissiez pas Martine. Un faux pas, c'est possible, toutes les femmes en font, mais de toute manière, un jour ou l'autre, elle me serait revenue. Mais Tony, c'est peut-être pour ça qu'il l'a tuée. Vous avez tort d'avoir abandonné le jus de fruits. Vous ne savez plus ce que vous dites, mon pauvre Antoine. Le pauvre Antoine, il vous emmerde. Tiens donc! De nos jours, l'expression n'est même plus grossière. Elle est passée dans le langage courant. Si vous croyez m'impressionner avec vos grands airs. Bon, je ne cherche pas à vous impressionner. Seulement quand je vous dis que Roland prenait cette aventure bien trop au sérieux, je sais ce que je dis. J'ai des preuves. Quelle preuve? Ceci, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Lisez vous-même. J'ai trouvé ça à l'ouverture du coffre. Un contrat d'assurance? Mais lisez donc. Un contrat d'assurance sur la vie. Tournez la page. En faveur de Madame Martine de Maison. Vous appelez ça un faux pas? Vous vous imaginez toujours qu'elle vous serait revenue? Et le pauvre Antoine continue à m'emmerder. Taisez-vous, c'est ignoble. Non, c'est assez chevaleresque et ça ressemble bien à Roland. Vous lui trouvez toujours toutes les excuses. Bien sûr, puisque je l'aime. Et si vous aimiez Martine comme vous le prétendez, vous lui trouveriez à elle aussi toutes les excuses. J'ai préféré ne pas discuter plus longtemps avec Bernadette Morandais. Je suis parti. Je n'avais personne à qui me confier. M. Bouzanquet, qui désormais n'avait plus rien à faire, me guettait à la sortie du bureau. Un veuf, un retraité. Nous étions tous deux amputés de ce qui avait fait notre raison de vivre. Ce fut par lui que j'appris que la version des faits imaginée par Bernadette Morandais avait été adoptée par toute la vallée. Roland Morandais avait rendu service à Martine de Maison, dont la 2 chevaux refusait de démarrer.
À l'exception des tenanciers de l'auberge du lac, personne ne chercha si c'était bien là l'expression de la vérité. N'étant plus officiellement cocu, je perdis beaucoup dans la compassion des braves âmes charitables. J'appris également, alors que Bernadette m'avait soutenu le contraire, que Roland Morandais était un conducteur prudent et avisé. D'ailleurs, Martine me l'avait dit au retour de son voyage en Italie. L'accident devenait de plus en plus mystérieux. Un cycliste imprudent, un chien, un âne peut-être, saura-t-on jamais. Et puis, n'est-ce pas, quelle importance. Je ne voulais plus revoir Bernadette et pourtant, inconsciemment sans doute, je n'évitais pas les occasions de rencontre. Tenez un exemple. Pour la fameuse 2 chevaux, j'aurais pu m'adresser ailleurs. Non, je suis allé au garage Morandais. Bernadette, dans une très élégante salopette, maniait avec virtuosité un cric de garage. Sans l'aide de ses employés, elle équipait sa petite voiture italienne de pneus cloutés. Bonjour Antoine, comment allez-vous? Bien, je vous remercie Bernadette. Je ne savais pas que... Oh, à la mort de mon père, j'ai tenu le garage pendant 1 an. Vous voyez, je n'ai pas perdu la main. Oui, je vois. Pourquoi ne changez-vous pas de voiture? La vôtre n'en peut plus. Je sais très bien, mais... Oh, ne me dites pas que c'est une question d'argent. Nous pourrons toujours nous arranger. Que dites-vous de celle-ci? Votre voiture? Oui, j'en ai commandé une autre. Voulez-vous l'essayer? Et sans attendre ma réponse, le dernier boulon vissé et l'enjoliveur remis en place, elle me poussa derrière le volant, s'asseyant à côté dans le siège du passager. Celui que les pessimistes appellent la place du mort. Et nous avons roulé. Roulé jusqu'à sa maison de Saint-Tropez. Sans un mot, nous avons fait l'amour comme d'autres font la guerre. Et c'était très exactement de cela qu'il s'agissait. Puis, très tard dans la nuit, nous avons parlé. Peu, mais suffisamment pour renforcer ma conviction. Roland Morandais n'avait pas été victime d'un banal accident, mais d'un sabotage de sa voiture. Probablement le loup-kick des freins. Dans la montagne, ça ne pardonne pas. Voici, maître. À présent, vous savez tout. Vous avez en main toutes les pièces du dossier. Très bien, monsieur de Maison. Mais en tant qu'avocat, que voulez-vous que je fasse? Demander au procureur de la République de rouvrir l'enquête? Mais à présent, comment démontrer le sabotage dont vous me parlez? En s'abîmant au fond du ravin, le véhicule a subi des dommages. La preuve sera difficile à établir. Et puis, entre nous, pour vous, quel intérêt? De toute votre histoire, je ne retiens qu'un élément positif sur le plan financier. Si votre épouse était la bénéficiaire d'une assurance sur la vie, et si nous pouvons prouver qu'elle était encore vivante ne serait-ce que quelques minutes après le décès de M. Morandais, nous pouvons plaider contre la compagnie et obtenir gain de cause, puisque vous êtes son héritier. Maître, ce n'est pas pour cela que je suis venu vous trouver. C'est parce que très tard dans la nuit, j'ai tué Bernadette Morandais, la seule responsable de ce sabotage qui, en effet, sera très difficile à prouver matériellement. Mais c'est elle. Je vous jure que c'est elle. Je vous jure que c'est elle. Si vous avez écouté d'ailleurs attentivement ce que je vous ai dit, vous constaterez que tous les éléments sont là. Alors, très tard dans la nuit, j'ai fait justice.